Parce que la croissance doit être notre règle d'or. La réglementation, la formation, la concurrence, le financement, à chaque fois que nous agissons dans ces domaines, il faut que nous nous posions la question de savoir si nous le faisons pour et en faveur de la croissance. Toute nouvelle proposition réglementaire devra faire la preuve de son apport pour la croissance. Je pense qu'il faut éviter à nos entreprises des charges injustifiées. Nombreux sont les secteurs qui réclament un moratoire réglementaire. Les PME sont de très loin le premier employeur de l'Union européenne. Il ne faut pas les asphyxier. Il faut dans cet esprit que nous sachions faire de la directive service un instrument de croissance, sans rouvrir le débat anxiogène qui a fait tant de ravages dans nos différents États et, je veux dire, pour tout dire, le débat inutile sur les secteurs sociaux des États membres. Il faut adapter le Fonds social européen, qui est essentiel dans l'organisation de nos politiques de formation, aux changements très profonds qui vont accompagner la sortie de la crise. Il faut reconsidérer notre politique de concurrence à la lumière de la situation actuelle. Et je pense enfin qu'il faut que nous soyons très attentifs à l'accès de nos entreprises au financement. Ce sujet est un sujet plus actuel que jamais. En effet, les derniers chiffres montrent qu'en juillet, l'évolution du crédit au secteur privé dans la zone euro a enregistré la croissance annuelle la plus faible de son histoire. Je souhaite, dans cet esprit, que la Commission réfléchisse en liaison avec les banques centrales des pays de l'Union aux moyens d'encourager la distribution de crédit à l'économie et d'éviter que les établissements financiers ne thésaurisent inutilement des dépôts. Je pense par ailleurs que le risque systémique qui pèse sur le système financier est loin d'avoir complètement disparu. Les erreurs que nous avons tous unanimement dénoncées il y a 6 mois sont pour une part de retour. Je veux notamment faire allusion à l'octroi inconsidéré de rémunérations extravagantes qui, nous l'avons démontré, favorisent la prise de risques excessifs. Des efforts de régulation et de supervision sont en cours à l'échelle européenne. Il faut qu'ils soient menés à bien et il faut naturellement qu'ils soient étendus à tous les partenaires du G20. Je veux dire que les récentes prises de position des différents responsables européens de ces derniers jours me rendent relativement optimiste sur cette question et les déclarations de Lord Turner m'apparaissent comme une source d'espoir et comme un symbole. Je pense que nous ne devons pas, pour en finir sur ce sujet, redouter de recourir aux ressources communautaires pour soutenir la croissance dans l'Union européenne. La Banque européenne d'investissement a d'ailleurs déjà beaucoup fait dans ce sens, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et pour le secteur automobile. Je pense qu'on peut la mobiliser encore davantage. Le budget communautaire devra aussi jouer son rôle dans cet investissement en faveur de la croissance. Ça sera l'occasion pour nous de réfléchir à la structure de ce budget et aux méthodes de gestion de la Commission. Je pense qu'il faudrait en particulier que les programmes européens de recherche reçoivent des priorités beaucoup mieux définies et beaucoup moins nombreuses et qu'on simplifie les procédures. La stratégie économique européenne, c'est le déploiement de toutes nos forces actuelles afin de retrouver la croissance. Mais si on veut être sûr de nos forces, il faut aussi qu'on soit sûr de nos finances publiques. Et c'est le 3e volet de la stratégie que je propose. Je pense que la situation est extrêmement sérieuse. La dette publique des 10 pays les plus riches du G20 est passée de 78% de leur produit intérieur brut en 2008 à près de 100% cette année. Bien sûr, une partie de cette dette se résorbera mécaniquement avec la reprise économique, mais je crois qu'il est indispensable que les autorités communautaires engagent avec les États membres une programmation concertée du rétablissement de leurs finances publiques. Cette programmation, elle doit être concertée, elle doit être réaliste, elle doit prendre en compte ce qui vient de survenir, c'est-à-dire la crise, mais elle ne doit pas conduire à abandonner l'objectif de retour à l'équilibre des finances publiques. Je pense que si nous l'abandonnions, ou si nous restions sur les critères actuels et sur la méthode actuelle sans tenir compte de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en réalité, si nous
demandions aux États des programmes qui ne seraient pas en réalité réalistes, nous risquons d'être confrontés à une spirale d'endettement qui bientôt nous ôtera toute emprise sur notre destin. En France, je veux vous dire que le gouvernement ne concède rien sur ce point. Certes, le déficit a été ponctuellement creusé par les dépenses d'investissement du plan de relance, mais les premiers résultats sont là. L'activité a augmenté au deuxième trimestre après une année entière de repli. Le combat pour la maîtrise des finances publiques n'a jamais été abandonné, parce que je pense que la hauteur de nos déficits structurels menace en réalité la pérennité de notre économie. Pour réduire ces déficits, nous n'augmenterons pas nos prélèvements, parce que augmenter les prélèvements dans un pays qui a déjà un niveau record et au moment même où on a besoin d'encourager la sortie de crise, ce serait une erreur, mais nous ferons un effort continu de réduction des dépenses de l'État. Pour la troisième année consécutive, je présenterai au Parlement un budget qui est un budget avec zéro augmentation en volume. C'est la troisième fois que nous nous appliquons cette règle, et nous allons continuer à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite pour réduire le volume de l'emploi public dans notre pays. Avec le président Sarkozy, nous avons décidé de favoriser les investissements qui font la preuve de leur rendement futur et en même temps de tenir sérieusement les dépenses de l'État. Je pense que cette maîtrise nationale des dépenses publiques, nous devons l'inscrire dans un mouvement européen. Nous devons prendre garde à toute tension éventuelle. Je pense que nous avons tous le même objectif, rétablir l'équilibre de nos finances publiques. Il serait très dangereux que nous manquions cet objectif en ne coordonnant pas suffisamment nos réactions. Si la France et l'Allemagne s'expriment parfois différemment sur ce propos, je pense qu'il n'existe aucune divergence idéologique entre nos deux pays, ni sur l'importance de la maîtrise des déficits publics, ni sur la nécessité, souvent rappelée par Mme Merkel, d'investir davantage dans les secteurs qui font la croissance de demain. Nous devons débattre de ces sujets dans la zone euro, mais nous devons aussi en débattre à l'extérieur de la zone euro, parce que nous mettrions en péril la cohérence de notre marché intérieur si nous faisions diverger les trajectoires respectives de nos finances publiques. Je pense que la stratégie économique européenne, c'est aussi la lutte concertée contre toute dérive incontrôlée de l'endettement public. Mesdames et messieurs, la grande leçon que j'ai tirée de mon expérience de la présidence française en 2008, c'est que l'Union européenne dispose de beaucoup plus de moyens qu'elle ne le croit en général. Ce qui nous manque trop souvent, c'est au fond la volonté politique d'agir. Dans la crise que nous traversons, c'est en matière d'économie et de finances que cette volonté est indispensable. Nous avons tous les instruments de la croissance, il faut simplement que nous n'ayons pas peur de les utiliser résolument et de les utiliser collectivement. Je crois qu'on peut dire, sans exagérer les choses, qu'en 2008, l'Europe a sauvé le système financier international qui était au bord du gouffre. Elle a renoué avec la volonté. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce sursaut et cette puissance que nous nous sommes découverts en plein désarroi. Nous en avons encore besoin pour sortir de la crise et pour assurer demain nos emplois, notre croissance et notre rayonnement commun. Je vous remercie.